Winston Churchill appelait Gandhi le fakir à moitié nu. Les Indiens le dénommaient quant à eux le Mahatma, la grande âme. Et à force de résistance non violente, il a grandement contribué à voir les Britanniques accorder à l'Inde son indépendance, comme vient de nous le rappeler à l'instant ce documentaire réalisé par Mathilde Damoiselle, plus de 75 ans après son assassinat par un nationaliste hindou. Quel héritage a laissé Gandhi en Inde et ailleurs ? Nous allons maintenant en débattre avec nos invités après ce film sur ce plateau de Débat-Doc, en commençant par vous, Veiju Naravan, bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste et écrivaine, correspondante notamment pour The Hindustan Times. C'est un grand quotidien indien en langue anglaise. Également avec nous, Catherine Clément, bienvenue. Bonjour. Vous êtes philosophe et écrivaine, auteur d'une 60aine d'essais ou de romans. Depuis bientôt 4 décennies, vous arpentez le sous-continent indien où vous avez vécu et travaillé dans différentes villes, comme en témoignent d'ailleurs vos nombreux ouvrages consacrés à l'Inde. Et votre dernier livre s'intitule Païenne, roman consacré, lui, à l'ultime oracle de la Pythie de Delphes en 382 après Jésus-Christ, dans un empire romain qui se disloque et se christianise. Il est disponible, ce livre, aux éditions du Seuil. Éric Vincent est également avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes politologue des religions, chercheur associé au labo GSRL, CNRS, et on vous doit entre autres Mandela et Gandhi, la sagesse peut-elle changer le monde, publié chez Albin Michel, ouvrage coécrit avec Sophie Vigier-Vincent, qui n'est autre d'ailleurs que votre compagne. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Après ce film, nous allons revenir sur Gandhi lui-même et aussi ceux et celles qu'il a inspirés par la suite en Inde. Dans l'Inde d'aujourd'hui, mais aussi ailleurs dans le monde. Gandhi, c'était un leader spirituel, un leader politique. Est-ce qu'on peut résumer très simplement ce qu'était la philosophie originelle de Gandhi, le plus simplement possible? 2 choses. Un, c'était la liberté, le droit à la liberté. Il disait la liberté, c'est mon droit fondamental. Et la deuxième chose, comment obtenir cette liberté par la voie de la non-violence. Donc il a conjugué une spiritualité avec une vision politique qui était tout à fait inédite à l'époque et tout à fait intéressante. On va voir, si vous le voulez bien, un premier extrait de ce film. Nous sommes en 1931, Gandhi est chez son adversaire. Il est à Londres, en Angleterre. Le peuple londonien l'acclame. Charlie Chaplin, en personne, a voulu le rencontrer. Et quand il se rend dans le nord du pays, dans les usines textiles durement touchées par le boycott des biens britanniques qu'il a lui-même orchestré, il est accueilli en héros par les ouvrières. And a Gandhi message for English children. You are going to tell the other children that I love you all as my own children. That's all I want to say. Gandhi se pose en défenseur des opprimés, indiens comme anglais, sans frontières. Gandhi, là, en 1931, à Londres, finalement, il remporte la bataille de l'opinion sur le sol de son adversaire. C'est ce qu'il nous est dit dans ce film. Il est au sommet de sa gloire, Gandhi, en ce début des années 30, notamment avec ce visite à Londres pour une conférence où il était censé être question d'une certaine remise en cause de la... Une progression vers l'indépendance, disons. Voilà, une progression vers l'indépendance. l'indépendance. Il est au sommet de sa gloire à cette époque-là. Moi, je crois que c'est un peu plus tard, quand même. Oui. Mon Gandhi préféré, en tout cas, j'aimerais le dire, c'est le vieux Gandhi qui se promène avec dans sa besace le Coran, la prière hindoue de la Bhagavad Gita et les évangiles. Et qui a les 3 toujours avec lui, parce qu'en complément de ce qu'a dit tout à l'heure Veiju, ce qui est parfaitement vrai, la liberté et comment l'obtenir par la non-violence, il y a aussi la tolérance absolue, mais absolue. L'autre a le droit d'exister, quel qu'il soit. Et il n'y a pas eu de rejet Gandhi n'a pas fait de rejet de quoi que ce soit dans sa vie. Il tient à un monde multiconfessionnel. C'est Une Inde multiconfessionnelle. Il tient à l'existence de l'autre et qu'elle soit respectée. Et ce Gandhi-là, qui était quand même pas tout jeune, il avait plus de 70 ans, a arpenté les villages du Bengale
en couchant un soir chez un musulman, un soir chez un hindou. De toute façon, il a réussi quand même à faire baisser les tensions. Dire qu'il a tout aplani, non. Mais il a fait baisser le taux de vie humaine sacrifiée. Ça, c'est certain. Alors ça, je ne connais pas beaucoup de gens qui y arrivent avec juste un bâton, du blanc, s'il y avait le temps, et la parole. Je fais référence à ce fameux voyage de 1931, cette tournée en Europe, où il rencontrera notamment le régime fasciste de Mussolini à travers cette tournée, après cette conférence. Le retour en Inde après cette conférence semble tout de moins difficile. Est-ce que ce n'est pas là que son étoile continue à pâlir lorsqu'il reviendra en Inde ? Parce qu'il faudra du temps, en fait, pour que la démarche gandhienne aboutisse. Et en fait, c'est vrai que la conférence de la table ronde, qui est l'occasion de ce voyage, est un échec sur le plan de cette avancée vers l'indépendance, en tout cas un échec relatif. Et d'ailleurs, en 1934, Gandhi va prendre du recul, va quitter apparemment les affaires partisanes du Parti du Congrès pour se consacrer à ce qu'il appelle le programme constructif, une partie du gandhisme dont on parle relativement peu et trop peu, qui consiste à, en gros, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'écologie intégrale. Et je pense que c'est très important de mettre ça dans le panorama, de rappeler que Gandhi est sans doute le père d'une écologie qui prend en compte toutes les dimensions de l'homme, à commencer par sa dimension spirituelle que Veiju évoquait. Il est évoqué un certain nombre de paradoxes dans ce film, après avoir défini ce que peut être Gandhi, sa philosophie, le gandhisme, notamment son regard vis-à-vis des castes, ce système des castes indiens. Il considère que finalement ce système est une garantie de l'équilibre du système indien, tout en continuant à prendre la défense des fameux intouchables, ceux qui sont le plus bas de cette caste. Néanmoins, on a du mal à comprendre ce paradoxe. Pourquoi justifier ce système des castes indiens tout en défendant malgré tout les intérêts des intouchables ? D'abord parce que Gandhi avait un respect profond pour les religions reçues. Et pour lui, l'hindouisme était reçu, c'était la structure de l'hindouisme, que la caste n'était pas séparable de l'hindouisme. C'est ça le modèle millénaire, qu'il fallait le respecter tout en travaillant de l'intérieur de la religion. Et c'est ça qui l'a différencié totalement de l'autre leader indien de l'époque, qui était le leader des intouchables, un intouchable lui-même absolument exceptionnel qui s'appelait Ambedkar, et lui qui est devenu par la suite le père de la constitution indienne après la mort de Gandhi en 1950, parlait du démantèlement du système de caste. Tandis que Gandhi disait que non, le système de caste, c'est inséparable de l'hindouisme, mais il ne faut pas traiter les intouchables comme les intouchables. Il faut avoir de l'amour et la tolérance pour tout le monde. Et il faut que les riches, en quelque sorte, deviennent les trustees pour les pauvres. Vous avez un avis sur ce sujet pour expliquer ce qui peut apparaître à nous occidentaux comme une forme de paradoxe finalement concernant. Il était né dans une caste. Il n'était pas né brahmane. Il était dans la 3e caste. Mais les parias, les intouchables, puisque le vrai mot c'est paria, eux n'étaient pas considérés en Inde comme faisant partie de l'humanité. Ce sont des bêtes. Donc ce que Gandhi exige, il les appelle Harijan, les enfants de Dieu, c'est de leur donner une humanité, tout simplement une humanité. Ça serait déjà un énorme progrès. On n'en est pas encore tout à fait là en Inde, maintenant. Autre paradoxe soulevé dans ce documentaire, c'est sa période qu'on va qualifier de sud-africaine, entre 1893 et 1915, avec cet épisode, ce fameux épisode, où il est dans un wagon de première classe et puis il se voit refuser sa place, parce que là-bas existe aussi une forme de ségrégation vis-à-vis de cette communauté indienne. Et c'est cela qu'il lancera réellement dans l'action militante. C'est ce que nous dit ce film. Et néanmoins, là, il ne prend pas la défense des Noirs en Sud-Afrique, eux aussi, bien entendu, victimes du système ségrégationniste de l'époque. En fait, Gandhi, c'est un homme qui a vécu longtemps quand même, donc il y a tout un parcours, une progression. On ne devient pas Gandhi en un jour. Et Gandhi est devenu Gandhi en Afrique du Sud, c'est important de le rappeler. Il est resté 20 ans en Afrique du Sud. Donc là, vous évoquez cette scène fondatrice qui est au début de cette période sud-africaine. Et en effet, Gandhi va cheminer longtemps
pour élargir son combat, qui est d'abord exclusivement consacré à la protection des droits et des libertés de ses compatriotes en Afrique du Sud, des Indiens, l'élargir donc à la fin de cette période, à partir des années 1910-11 par là, à la question des Noirs et des premiers habitants de l'Afrique du Sud, et sachant que par la suite, Gandhi restera toujours attentif à la situation sud-africaine, une fois qu'il est rentré en Inde à partir de 1915, et des liens durables vont se tisser entre le mouvement indépendantiste indien et le mouvement sud-africain naissant, qui sera très longtemps marqué par Gandhi. L'ANC, le parti donc, qui est lié à Nelson Mandela, s'appelle Congress, comme le parti du Congrès en Inde. C'est pas pour rien. Et il y a donc des liens très profonds entre ces deux figures, notamment entre Gandhi et Mandela, et qui montrent que si Gandhi a pu être au départ marqué par un certain racisme qui était commun, hélas, dans sa société, c'est un homme qui est né en 1869, il faut le rappeler. Donc, il vient de loin, je dirais, par rapport à nos critères actuels. Il a évolué, il s'est ouvert, et dans la logique que disait Madame Clément, à vraiment un universalisme qui dépasse les races, les religions, au service d'une humanité commune. C'est vrai que même aujourd'hui, cette controverse à propos de la position de Gandhi envers les différences établies par la politique ségrégationniste qu'on appelle l'apartheid, c'était très marqué au début. Il a aussi fondé un corps d'ambulanciers pendant la Première Guerre mondiale. Et là, il a insisté que vraiment les Indiens ont une position légèrement supérieur dans cette hiérarchie. Mais c'était un homme des hiérarchies. Il est né dans une caste. Les Indiens ont toujours l'habitude des hiérarchies, parce qu'on est né toujours dans les hiérarchies. Et Gandhi, au début, reflétait cette notion de hiérarchie. Pour lui, les Indiens ne devaient pas être baissés au niveau des Noirs, qu'ils étaient peut-être inférieurs aux Blancs, mais supérieurs aux Noirs. Et cette notion dans les castes d'infériorité et supériorité était reflétée dans les positions prises par Gandhi tout à fait au début, juste avant son départ en Inde. C'est en Inde qui est allé beaucoup plus vers la tolérance, vers l'amour universel qui est effectivement le message de Gandhi. Il y a une période qui n'est pas évoquée, ou presque, dans ce documentaire, c'est la Seconde Guerre mondiale. On a évoqué tout à l'heure ce voyage à Londres et cette tournée européenne qu'il a fait ensuite, où il a rencontré Mussolini et autrement dit, évidemment, touché de près ce qu'était le régime fasciste mussolinien. Gandhi, durant la Seconde Guerre mondiale, son attitude vis-à-vis des nazis, du fascisme, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? Je vais citer un exemple et puis on essaiera de voir ce que ça veut dire. Un de ses amis allemands, très lointaine amitié de plus de 20 ans, qui venait le consulter à propos des persécutions des Juifs par Hitler, il lui a conseillé tout simplement, vous mettez tous les Juifs d'Europe sur les falaises de Douvres et vous menacez Hitler et vous leur dites, si vous n'arrêtez pas tout de suite, ils vont sauter. C'est d'une désarmante naïveté. Mais il n'avait pas affaire à des monstres quand il se battait. Il avait affaire à l'Empire britannique. Ils sont plutôt mieux élevés quand même que le reste des tyrans mondiaux. On en a des tyrans en ce moment. On voit comment ils sont. Il a lancé en 1942 une campagne Quit India vis-à-vis des Britanniques. Nous sommes en 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale. Il continue ce combat pour l'indépendance de l'Inde vis-à-vis de l'Empire britannique, alors que nous sommes tout de même en plein cœur de cette Seconde Guerre mondiale. Mais la dernière marche lui a échappé quand même. C'est-à-dire que l'Inde est quand même partagée. Les Indes britanniques sont partagées en deux. Il avait prévenu, il avait dit, si on touche au corps de notre mère Inde, comme il a l'habitude de dire, il y aura du sang. Et il y a eu en effet 2 millions de morts en 1947-48, à la fin de l'année, août, septembre, octobre 1947. Donc c'est la première catastrophe humanitaire de l'après-guerre. 2 millions de morts et on parle de 14, voire 20 millions de déplacés, de réfugiés déplacés, de déplacements de population. 15 millions, dites-vous. Oui. J'ai regardé hier soir, c'était 15 millions.
Et sachant qu'il a tout fait pour l'éviter, justement. C'est-à-dire que parfois, on le rend responsable de cette catastrophe humanitaire, alors que, précisément, il a été celui qui a le plus mobilisé d'énergie, y compris en mettant sa propre vie en jeu, par des jeunes à mort, et puis finalement en se faisant assassiner par un nationaliste hindou, parce qu'il voulait éviter cette vivisection de l'Inde, comme il disait. Donc, c'est fait de lui faire un mauvais procès que de le rendre responsable du déchaînement du nationalisme qu'il a tout fait pour éviter, en fait. Mais en fait, la philosophie dont parlait Catherine il y a un moment, que vous mettez les Juifs là et puis si vous les libérez pas ou quelque chose, ils vont sauter tous ensemble et vous allez voir quelle catastrophe ça sera, parce que c'était ça l'arme de Gandhi. La violence, je ne la traîne pas sur mon ennemi, mais je l'utilise contre moi-même. Donc c'est la menace de auto-immolation, c'est la menace de suicide collectif, c'est la menace qu'il faut peser sur la conscience de l'agresseur. Et c'était toujours cette notion qu'on peut effectivement piquer l'adversaire au point où il est complètement rempli de culpabilité et qu'il agit d'un sentiment de culpabilité. Comme elle dit à du juste titre, aujourd'hui ça ne marchera pas, ça marchait contre les Britanniques parce que c'était des gens qui avaient milité pour l'abolition de l'esclavage. Après, il y avait ces valeurs universelles et les lumières qui étaient mises dans le Parlement britannique à l'époque. Et l'argument de Gandhi était: comment est-ce que vous pouvez demander la liberté pour votre peuple et garder mon peuple enchaîné comme ça. Mais ça n'a pas marché avec Mandela et l'ANC. Pas d'abord, en tout cas, ça a mis du temps. Ça a mis du temps. On va y venir. Deuxième extrait du documentaire. Je vous donne la parole, c'est promis, juste après. Vous allez comprendre pourquoi. C'est Martin Luther King qui dit s'être inspiré beaucoup de Gandhi. On l'écoute. I say often that I received the inspiration to carry on in the nonviolent tradition from Jesus of Nazareth and the operational technique from Mahatma Gandhi. Martin Luther King qui exprime ici évidemment le fait qu'il partage cet héritage de Gandhi. Il n'est pas le seul. Nelson Mandela, et bien beaucoup sûr. d'autres, le Dalai Lama, Aung San Suu Kyi, Ibrahim Rugova au Kosovo, Lech Walesa en Pologne, beaucoup de figures, et là je cite les plus connus, mais il y en a encore beaucoup Aung d'autres. San Suu Kyi, on aurait pu citer son nom du côté de la Birmanie, l'ancienne prix Nobel de la paix. Il y a vraiment une dimension fondatrice de Gandhi en tant que ce que j'appelle donc des démocrates spirituels ou des spirituels démocrates, tout dépend sur quoi on met l'accent. Mais donc ces personnes qui relient éthique et spiritualité avec action politique en faveur des droits de l'homme, en faveur des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, et d'une façon qui est très originale et finalement peu vue et peu analysée, notamment en France, du fait d'une laïcité mal comprise sans doute, alors que ces noms parlent d'eux-mêmes. Si on reprend l'exemple de Martin Luther King, là nous sommes dans la deuxième partie des années 50 et puis la première partie des années 60, c'est évidemment la lutte pour les droits civiques du côté américain. Même mode opératoire utilisé par Martin Luther King et les siens que ceux de Gandhi. Même mode opératoire. Concrètement, cette application du gandhisme, des valeurs gandhistes, et surtout des modes opératoires de résistance passive, pas seulement, et non violente. Je dirais c'est précisément ce que moi j'appelle des actions bivalentes, c'est-à-dire des actions qui ont une force politique par elle-même et une force spirituelle religieuse par elle-même. Vous voyez, le jeûne dit grève de la faim, la marche c'est une procession, la prière est une action à la fois de transformation personnelle mais aussi de transformation collective, et c'est cet attelage de l'intime et du collectif qui fait l'efficacité de ces méthodes type satyagraha, donc le nom que Gandhi a donné à sa propre façon de combattre politiquement et spirituellement. Donc il y a toujours les deux en fait. Et ça, pour nous, c'est très difficile à concevoir, cette articulation des deux dimensions. On va venir dans un instant sur l'héritage laissé par Gandhi dans l'Inde d'aujourd'hui,
en 2025. Simplement, ceux qui réclament cet héritage et de cette lignée de Gandhi, du gandhisme, dans les années 60, dans les années 80, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? Que pour l'instant, ça n'est pas à la mode. On peut dire ça en ce moment même. La mode est au coup de force et à la dictature. J'étais en train de penser que Gandhi avait une très vilaine voix, et pourtant, avec cette voix de canard, horrible, il faut bien dire, il a réussi à mobiliser les foules. Il pratiquait quand même un tout petit peu pas beaucoup, mais un tout petit peu de cette discipline profondément hindoue, qui est le yoga. Donc il avait au moins la maîtrise du souffle. Et la maîtrise du souffle, ça me fait penser qu'il avait aussi un grand amour du chant. Non, il ne chantait pas lui-même, mais il fallait qu'on lui chante des cantiques. Donc j'ajouterais une touche musicale, si on veut faire le portrait de celui qu'à la fin de sa vie, on appelait plus le Mahatma, mais Bapu, grand-père. Et tout à l'heure, je vous ai demandé s'il était à l'apogée de sa gloire, finalement, au début des années 30. Vous m'avez dit non, c'est juste un peu après, selon vous. Le mythe Gandhi, après-guerre, dans ces années 60, dans ces années 70, c'est là qu'il prend réellement corps, selon vous, dans les sociétés de l'époque ? Mais ça dépend où. Ça dépend où, exactement. Ça dépend où, vraiment. Mais du côté des États-Unis, peut-être du côté de l'Afrique du Sud. Les années 60, justement les années 70, c'est-à-dire Peace and Love. Il y a une sorte de sous-produit du gandhisme, bien sûr, très sympathique et en même temps très il y a les Beatles. léger. Il y a les Beatles, la transcendance, la méditation, la pratique de yoga, la simplicité de la vie, le végétarianisme, tout ça va de Le Peace and pair. Love. Oui. On est dans le gandhisme, là. Dans un sous-produit, je dirais plutôt, parce que c'est quand même très simplifié. Oui. Mais c'est très important culturellement pour l'Occident. Et comme je disais tout à l'heure, on peut prendre la figure, par exemple, de Lanza del Vasto, qui est bien oublié aujourd'hui, mais qui était donc un des principaux disciples de Gandhi en Occident, un franco-italien, philosophe franco-italien, qui a été l'un des inspirateurs des luttes du Larzac. Donc on voit vraiment cette transmission autour de l'écologie et autour de tout ce qui était dit en termes d'un mode de vie qui résiste en fait aux dégâts du progrès. Une remise en question donc très précoce de ce qui est en train aujourd'hui de détruire notre monde, tout simplement. En effet, Gandhi était profondément contre l'industrialisation. Il pensait que vraiment c'était la machine qui allait devenir l'ennemi du peuple. Il prenait toujours une simplicité, une économie des villages. Il disait que l'Inde, c'est vraiment constitué par ces villages. La richesse de l'Inde, c'est pas des grandes villes, c'est pas des grosses fortunes, c'était pas les bourses et des mouvements sur les bourses, c'était effectivement les économies simplifiées de villages et c'était autosuffisance. Il parlait des gens qui pouvaient faire leur récolte eux-mêmes, tisser eux-mêmes leurs vêtements et puis que c'était contenu dans des villages. Et pour lui, vraiment, maintenant, on commence à voir que c'est là où réside pas mal de solutions, surtout quand on voit les dégâts que l'humanité a causés à la planète Terre. Quand on voit le consumérisme aujourd'hui, présent en Inde. On va voir un dernier extrait du film, très court, car il y a un passage obligé pour tous les dirigeants indiens, semble-t-il, depuis l'après-guerre. C'est un hommage à rendre à Gandhi. Regardez. Là où s'était élevé le bûcher de sa crémation, se trouve désormais le mémorial de Rajghat. Prime Minister Nehru places his tribute. Prime Minister Indira Gandhi brings flowers. C'est un passage obligé tant pour les disciples revendiqués du Mahatma que pour les descendants de ses opposants. Comme le Premier ministre Narendra Modi, issu du Parti nationaliste hindou. Ça nous amène à parler de Gandhi, de ce qui reste de Gandhi aujourd'hui, dans cette Inde d'aujourd'hui, dans l'Inde de Modi. Modi qui est à la tête d'un parti nationaliste hindou. Autrement dit, il représente, Modi, ceux qui ont assassiné d'une certaine manière Gandhi en janvier 1948. Là, je voudrais que vous m'expliquiez aujourd'hui quelle est l'image, la place de Gandhi aujourd'hui dans cette Inde de Modi, nationaliste hindou. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé en 1991. L'assassin de Gandhi s'appelle Nathuram Godse. Il avait été programmé pour tuer Gandhi
par le mouvement qui est actuellement au pouvoir. Hein. C'est le même mouvement, ce qui représente quand même quelque chose d'important. Et petit à petit, je voyais les gens, j'étais compagne d'ambassadeur, donc je recevais beaucoup, et petit à petit, à chaque dîner, je voyais quelqu'un se détacher du groupe et venir me dire, vous savez l'assassin de Gandhi, Nathuram Godse, c'était quelqu'un de très bien. Ah bon? Il l'a salué avant de tirer. Et là, je me suis dit que quelque chose de très important était en germe. Ensuite est venu le pèlerinage dans le cœur d'un lotus, d'un zèbre qui est allé jusqu'à la mosquée qu'il fallait détruire à l'explosif. Et voilà comment, je résume beaucoup, mais Modi est arrivé au pouvoir par cette perversion-là. Il n'y a pas d'autre Vous êtes en train de nous dire qu'on est en train aujourd'hui en Inde de réhabiliter, ou qu'on a déjà réhabilité celui qui avait assassiné Gandhi en 91. En 91. Ben là, il a été complètement réhabilité, et la personne qui était à l'origine de ce mouvement hindouiste, il faut savoir que la philosophie de Modi et ses acolytes et le parti au pouvoir, c'est que l'Inde, c'est la terre d'abord pour des hindous, et que les autres minorités, surtout l'islam et le christianisme, qui sont des religions qui ne sont pas nées en Inde, au contraire au bouddhisme, au sikhisme ou le jainisme, ce sont des religions étrangères, et que les grosses minorités qui sont en Inde, 220 millions de musulmans, doivent vivre en Inde comme des citoyens de deuxième zone. C'est ça qui prône M. Modi, et là, on est en train de complètement réhabiliter la personne qui a donné naissance à ce mouvement, qui avait des échanges de lettres avec les leaders nazis, mais aussi Nathuram Godse, qui était le tueur de Gandhi. Aujourd'hui, on fait des pujas, des dédications, les rituels à sa gloire. Il y a des photos des gens de ce mouvement dans le Parlement indien, qui pour moi est un sacrilège absolu. Autrement dit, Narendra Modi se réaccapare l'image de Gandhi? Il réaccapare d'une manière assez intéressante. Parce que d'abord, il dit que les hindous, et c'était les hindous qui ont tué Gandhi parce qu'il était trop tolérant vers les musulmans. Donc, il faut réhabiliter ces tueurs hindous, mais à la fois, il a besoin de l'icône Gandhi. Donc, on utilise comme poster de campagne les lunettes typiques de Gandhi. On utilise les méthodes gandhiennes. On parle du message de Gandhi, mais en fait, on est en train de vraiment torpiller, en quelque sorte, la philosophie de Gandhi en Inde. Et les jeunes en Inde, aujourd'hui, sont totalement dans la confusion totale. Ils ne savent pas quoi penser de Gandhi, en plus parce que les manuels scolaires ont été réécrits par le mouvement hindouiste, et il y a une espèce de putsch hindouiste en train de se passer en Inde. C'est-à-dire qu'en fait, on célèbre d'autant plus Gandhi qu'on le trahit. Mais ça, c'est quelque chose qui est très répandu dans... Gandhi n'est pas la seule victime de ce type de mécanisme. En tout cas, on a le sentiment que les Indiens ont une relation complètement schizophrène avec Gandhi. Oui, parce qu'il est devenu un symbole à national. commencer par les billets de banque. Voilà, il est devenu un symbole national. Et il est nulle part. Et je dirais, bon, là, c'est vrai que la perversion atteint des sommets avec ce qui se passe autour du nationalisme, de l'hindutva, de l'hindouité à la Narendra Modi. Mais déjà, dès l'époque de Nehru, il y avait eu aussi une sorte de perversion, ou en tout cas de trahison, puisque tout en se réclamant de l'héritage gandhien, Nehru a nucléarisé l'Inde, l'a industrialisé, l'a urbanisé, donc l'a modernisé à marche forcée, ce qui était contraire au programme constructif de Gandhi. Donc c'est pour dire que, oui, là je dirais, la gravité de la trahison prend des mesures extraordinaires, mais le monde en général, et l'Inde en particulier, n'ont pas encore entendu le message gandhien. Le véritable message gandhien, qui est à la fois spirituel, démocratique, et qui est si exigeant, puisque c'est cette idée de devenir soi-même le changement que l'on veut voir dans le monde. Donc c'est un appel à une transformation personnelle qui est d'une exigence extraordinaire et qui reprend toute sa valeur dans le monde actuel, où l'espérance est en train de s'évanouir devant les excès des dictateurs des différentes contrées et continents.
Oui, vous évoquiez Nehru, ça a été le premier Premier ministre de l'Inde indépendante. Exactement, qui se était réclamait... un disciple de Gandhi, si on peut dire les choses, disciple politique. Disciple nominal, mais Oui. dans la pratique, il a fait l'inverse de ce que recommandait. Il a trahi. Il a trahi, selon vous, Gandhi. Mais il a trahi tout en gardant au moins l'idéal d'une Inde multiconfessionnelle. Et donc chez Modi, la trahison va encore beaucoup plus loin. Elle est beaucoup plus gravissime. Je ne dirais pas que Nehru a trahi Gandhi, moi je ne dirais pas ça. Il a ajouté une couche marxiste. Je ne suis pas sûr que ce soit une trahison, ça, vraiment, pas du tout. On est quand même bien loin aujourd'hui des préceptes revendiqués par Gandhi dans l'Inde de 2025, une Inde où le consumérisme bat son plein, où une classe moyenne est vraiment là aujourd'hui en train de gagner en puissance. Tout à fait, on est très loin parce que l'Inde, c'est le pays où on voit les écarts se creuser de plus en plus entre les riches et les pauvres. Le Bombay est devenu la ville où il y a le plus de milliardaires qui habitent en nombre dans le monde, mieux placés encore que San Francisco ou des villes de la Silicon Valley. Autrement dit, on est à des kilomètres-lumière de ce qu'aurait souhaité Gandhi pour son pays. Mais à la fois, il y a un petit mouvement vers un retour vers les valeurs simples, vers une simplification de la vie, un retour vers les villages et l'économie de village. C'est tout à fait petit, c'est balbutiant, oui. C'est très marginal, mais ça existe parce que les gens commencent à voir que les villes en Inde deviennent irrespirables. Vous ne pouvez pas vivre à Delhi. On continuera à aimer, à rendre hommage à Gandhi dans les années à venir en Inde parce que c'est Gandhi. J'espère surtout qu'on l'aura dans le monde entier. Ça ferait du bien au monde entier si on découvrait Gandhi. Vraiment, le dernier Gandhi, celui que j'appelle le dernier Gandhi. Celui qui est capable de parler à tous et de rétablir la concorde entre tous les êtres humains. Pas forcément seulement en Inde, partout ailleurs. En Birmanie, ça ferait pas de mal, par exemple. Aux États-Unis, ça ferait pas de mal. En France ? En France aussi. Ça sera le mot de la fin ? Merci beaucoup vraiment à tous les trois d'être venus parler de Gandhi aujourd'hui, après ce film qui lui était entièrement consacré, où ceux et celles qui ont regardé cette émission ont redécouvert, sans doute pour beaucoup, même découvert le parcours de Gandhi. Vos réactions, ça sera sur #Débadoc, bien entendu. Merci à Félicité Gavalda, Yasmine Benassaya d'avoir contribué à cette émission, comme à l'accoutumée. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain Débadoc. Ça sera bien entendu avec son documentaire et son débat. À très bientôt.